Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va parler athlétisme durant cette émission, puisque à mes côtés, il y a notre expert athlétisme Nathalie Segura. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et notre invité, Michael Gentil. Bonjour. Bonjour. Président du comité de Vendée d'athlétisme. On va faire le point sur la situation, sur les projets, revenir également sur les performances d'athlètes vendéens ces derniers jours. Mais avant de parler athlétisme, un mot et quelques images du Vendée Globe avec une arrivée ce dimanche, celle d'Alexia Barrier, la skipper de TSE Format Planète qui a bouclé son premier Vendée Globe ce dimanche. Elle a franchi la ligne à 7h23 du matin. Elle termine 24e en 111 jours, 17h et 3 minutes à bord du plus vieux bateau de la flotte. C'est l'ancien Pingouin qui a maintenant à son actif 7 tours du monde, dont 5 Vendée Globe. On se rappelle notamment de Catherine Chabot qui avait fait le Vendée Globe sur ce bateau. Alexia Barrier qui a vécu 2 dernières semaines difficiles avec une blessure au dos à la suite d'une chute. Je vous propose d'écouter sa réaction au ponton du Vendée Globe. Il s'est passé plein de choses, mais comme pour d'autres skippers, j'ai eu des grosses frayeurs, des gros moments de joie, des grands moments de bonheur, et puis voilà, une aventure fantastique et qui pour sûr restera gravée en moi pour toujours et me donne très envie de revenir dans 4 ans avec un bateau plus rapide évidemment, mais c'était fantastique, absolument fantastique. Ce bateau il est incroyable. Et il reste donc un skipper en mer, c'est le Finlandais Harri Usela qui devrait normalement arriver samedi, donc en 25e position, et ainsi mettre un terme à cette 9e édition du Vendée Globe. Michael Gentil, donc président du comité de Vendée d'athlétisme, on en est à 1 an de crise sanitaire. Aujourd'hui, comment ça se passe pour l'athlétisme et particulièrement en Vendée? Est-ce que les athlètes peuvent quand même s'entraîner? Est-ce qu'on envisage des reprises de compétition? Alors, on a l'avantage en athlétisme d'être un sport individuel qui se pratique en extérieur. Donc, tous les clubs peuvent s'entraîner en respectant le couvre-feu. Ça veut dire que c'est forcément avant 18h. Mais on a cette chance-là, déjà, que tout le monde puisse s'entraîner. Après, au niveau des compétitions, là, on est bloqué. Donc, jusqu'au... Non, on ne sait pas la date officiellement, mais voilà, jusqu'en mai ou juin, voilà, pas de compétition officielle. Est-ce que vous avez... Vous avez une idée un peu du moral des athlètes, des dirigeants de clubs aujourd'hui, comment ça se passe? Mais on est souvent en concertation avec les présidents de clubs, avec les entraîneurs. Donc c'est vrai qu'on arrive ils sont un petit peu déçus de ne pas pouvoir pratiquer. Mais c'est quand même une chance de pouvoir aller sur le stade, s'entraîner et puis de se retrouver. Donc en respectant les distanciations et les conditions. Mais voilà, on espère tous que ça reprendra assez vite. On essaie de garder des activités pour que les athlètes puissent avoir quelques défis ou quelques perspectives. Mais voilà, on attend mai, juin. Pas trop de démotivation, vous ne ressentez pas trop ça sur peut-être certains qui même lâcheraient un peu l'activité? Il y a forcément des personnes qui ont lâché les activités, ça c'est inévitable. Après, on voit que les jeunes restent motivés quand même. C'est plutôt les runners ou les marcheurs qui sont un peu plus détachés des clubs, qui pratiquent individuellement et c'est eux qu'il faudra sans doute récupérer au mois de septembre à la rentrée. Alors on reviendra tout à l'heure plus en détail sur les différents projets, sur ce qui peut se mettre en place pour justement relancer l'activité athlétique, mais on va revenir sur les différents résultats du week-end, puisqu'il y a quand même quelques compétitions et quelques sports qui arrivent à fonctionner actuellement, et notamment le basket, la Ligue féminine. On jouait à la 16e journée ce week-end et l'équipe de La Roche-sur-Yon recevait Charnay samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry, le RVBC qui devait confirmer sa belle victoire à Charleville la semaine dernière. Charnay de son côté avait été battu 108-87 au match aller et venait chercher sa revanche. Un premier quart-temps plutôt équilibré. Les Lyonnaises virent en tête après 10 minutes de jeu, 18-16. Elles parviennent à creuser l'écart dans le deuxième quart-temps qu'elles remportent 27-21. À la pause, le RVBC mène donc de 8 points, 45-37. Un écart qui va encore s'accentuer en début de deuxième mi-temps. On a 10 points d'avance pour La Roche. 53-43, mais c'est ensuite le trou d'air du côté des Vendéennes. Elles vont encaisser un 16-0 qui permet à Charnay de passer devant, 59-53 pour les Bourguignonnes en début de quatrième quart-temps. Les Lyonnaises ne parviennent pas à redresser la barre et elles s'inclinent donc de 9 points, 75-66. Le RVBC qui a donc de nouveau fait preuve d'irrégularité sur cette soirée. On va écouter les deux coachs, Manu Baudy pour La Roche et Mathieu Chauvet pour Charnay. Mathieu Chauvet, ancien entraîneur du RVBC. Ils sont tous les deux au micro de Sandrine Pelletier.
T'es tombé sur une bonne équipe de Charnay et puis sur une équipe de La Roche qui a été encore une fois irrégulière. Donc je pense qu'on ne l'aura pas. D'abord, Mono reste 7 matchs, donc on manque cruellement de régularité. C'est-à-dire que tu es capable de faire un super truc à Charleville et où ça prend forme et où ton match tu le tiens et tu le tiens jusqu'au bout. Et puis là, avec une première mi-temps qui est bonne, mais c'est incroyable, tu déjoues complètement sur la deuxième mi-temps. Elles reviennent avec des intentions un petit peu plus fortes, je pense. Et puis nous, on déjoue un petit peu tout de suite dès le début de deuxième mi-temps. Et on n'a pas les ressources mentales après derrière pour s'accrocher et pour se battre. Puis on encaisse encore un 16-0 qui nous tue, quoi. Sur le rebond off, on a été chercher quelques ballons qui, je crois, seront vraiment embêtés Manu. Mais c'est surtout de ce côté-là, quoi. Parce que fin du troisième, on avait encaissé que 8 points. Moi là-dessus, quand je sais que nous on encaisse 8 points, je suis plutôt serein. Et j'ai pas arrêté de dire au banc, les filles, il faut continuer à y croire. Et à moins 10, je fais rentrer Simone. Je lui dis, faut qu'on y croit là, on va le faire. Et j'étais persuadé Alors je m'attendais à tuer peut-être le match encore un peu plus tard. Je dis, on peut les doubler sur la dernière ligne droite, faire un match de traînard et on peut y arriver. Résultat, on a réussi à tuer le match avant, donc c'est top. Mais je crois que c'est juste la faculté d'y croire tout le temps et de l'incarner dans les attitudes défensives. Et au classement, le RVBC est 5e de cette Ligue féminine avec 7 victoires et 8 défaites, mais un classement un peu tronqué car il y a encore beaucoup de matchs en retard pour plusieurs équipes. Prochain rendez-vous pour La Roche mercredi à Saint-Amand, puis le 10 mars à domicile face à Landerneau. Les Lyonnaises qui joueront de nouveau à domicile le 13 mars face à Bourges. On jouait également en National 1 masculine, match de la 16e journée vendredi soir et défaite des Sables d'Olonne sur le parquet de Bordeaux 94-69, 6e défaite consécutives pour les Sablais qui sont 14e et dernier au classement avec 3 victoires et 12 défaites. On jouera dès ce mardi en National 1 masculine avec un match à domicile face à Vitré pour les Sables. Chaland jouera également dans sa salle face à Bordeaux. Il y aura ensuite le derby Les Sables Chaland ce samedi à l'aller. C'était les Sablais qui s'étaient imposés 89-76. Et puis pour terminer sur ce résumé du week-end, quelques images de cyclisme avec la belle deuxième place d'Anthony Turgis ce dimanche sur la classique Kurn-Bruxelles-Kurn. La victoire s'est jouée au sprint. Le coureur du team Total Direct Energy qui termine derrière le Danois Mads Petersen de l'équipe Trek Segafredo. Nathalie, on va revenir à l'athlétisme avec, on en a parlé brièvement la semaine dernière, on va y revenir, les championnats de France en salle à Miramas et des belles performances des Vendéens. Très belle performance des Vendéens, donc en salle à Miramas, à huis clos bien évidemment, étalé sur 5 demi-journées pour éviter pour fluidifier le nombre d'athlètes et de coachs. Alors c'est Héloïse Terrec, la sociétaire de l'AC La Roche-sur-Yon, qui nous offre le premier titre sur le 3000 mètres marche. Dès le départ, elle donne le ton, Héloïse, et elle impose un rythme soutenu. Dans le dernier tour, elle assure son avance et sur le dernier 100 mètres, elle va donner tout ce qui lui reste avec le sourire. Elle prend la première place, 12,46 au chrono. Héloïse est sacrée championne de France du 3000 mètres marche. Elle fait tomber son record perso, elle marque la meilleure perf française et la 4e performance mondiale. Bravo Héloïse. Chez les messieurs, on avait notamment Alexis Robichon sur le 5000 marche qui termine à la 5e place en 22,15. C'est passé pas loin pour Simon Deschamps, le titre. Simon Deschamps, alors lui, un titre magnifique. 2e place, vice-champion de France cadet de l'heptathlon. Heptathlon, on rappelle, c'est 7 disciplines enchaînées, 60 mètres, saut en longueur, le poids, la hauteur, 60 mètres haies, la perche et le 1000 mètres. Et Simon, au terme de son dernier 1000 mètres en 2,38, il arrache la 2e place à seulement 31 points du champion de France. Il récupère au passage le record de ligue avec un total quand même de 5123 points. Simon, il dira avant de partir à Miramas que la médaille et le record de ligue, c'était ses 2 objectifs. Voilà, mission accomplie. Alors d'autres bons résultats, mais on l'a plus sur des places d'honneur. Voilà, donc Thomas Picard de l'ABV, sur le 1500 mètres, 4e en 3,50. Et Clarisse Picard, rayonnante Clarisse Picard de l'ABV, sur le 3000 mètres féminin. Dans la finale B, elle décroche un record perso, encore une fois, en 9,54, record de Vendée également. Elle disait avant de partir à Miramas qu'elle voulait mettre une claque à son record de 9,57. C'est fait aussi.
Et puis Lisa Retailleau. Lisa Retailleau, la jeune espoir de l'Entente-Sèvres, qui termine 5e du 400 mètres. Le vendredi, elle était en série sur les 400, elle réalise 59,40 et le samedi, sur la finale, elle se classe 5e en 59,43. Donc elle a bien tenu, hein, elle a résisté sur les 2 tours en 2 jours, c'est prometteur. L'Entente-Sèvres qui est votre club, hein, Oui. Michael, gentil. Oui. Un mot sur ces résultats, ces France à Miramas. Très bon résultat. On n'avait que 6 athlètes qui étaient présents, puisque c'est un petit peu l'élite qui était représentée. Donc 6 Vendéens, on revient avec un titre, une médaille d'argent, et puis des résultats. On a entendu que Clarisse Picard record de Vendée aussi sur le 3000 mètres. Donc voilà, très, très bien. C'est des jeunes qui s'entraînent toute l'année, qui ont eu cette opportunité de pouvoir participer au championnat de France. Donc c'est, voilà, pour eux, très satisfait pour l'ensemble des résultats. Nathalie. Ils restent motivés, donc ces jeunes-là, comment les coachs, ça doit être compliqué parce qu'il faut toujours être pas au top niveau, mais quand même sur les entraînements, c'est... Pour ces athlètes-là, il y a la perspective quand même de pouvoir concourir. Alors ils savent très bien qu'il y en a plein qui ne peuvent pas le faire, mais eux, ils ont cette chance-là. Après, c'est tous ceux qui sont un petit peu... qui sont tout près, qui sont juste derrière, qui ne sont pas listés, et eux, par contre, c'est plus difficile pour eux. On pense à des Romain Mornay, Caroline Chailloux, qui ont eu des podiums aux différents championnats de France il y a quelques années. Et puis, comme ils ne sont pas sur les listes, eux sont bloqués. Donc, c'est un petit peu dommage pour ces athlètes-là. Alors, peut-être expliquer ce principe de liste, pourquoi certains y sont, pas d'autres. Alors, la fédération liste, à la demande du ministère, les athlètes qui ont un potentiel Jeux Olympiques ou qui ont réalisé des résultats au championnat de France jeunes. Et donc, voilà, il y a 500 athlètes qui sont listés et quelques Vendéens parmi ceux-là. On va peut-être s'intéresser à l'avenir maintenant, au projet du comité. Voilà, à l'avenir. Alors, on peut peut-être parler d'une autre discipline, les crosses. Oui. Qu'est-ce que va devenir la saison de cross pour cette année ? Puisqu'il n'y a pas eu de cross cet hiver, ils avaient été reportés dans un premier temps, finalement. Voilà. Alors, la fédération a repositionné ses championnats de France le 12, 13 et 14 novembre à Montauban. Et donc, la Ligue va positionner ses régionaux le 31 octobre, 30-31 octobre à Laval. Et donc, nous, au niveau Vendée, on va proposer des départementaux le 17 octobre, très probablement. Pour l'instant, il n'y a pas de date d'entériné, mais voilà, une quinzaine de jours avant les régionaux. Concernant les courses hors stade, donc on a vu que le championnat de France de semi-marathon, qui était organisé au Sable d'Olonne, normalement le 23 mai, est reporté au 19 septembre. Un état des lieux un peu des autres courses du département ? De toute façon, ça fait 1 an qu'il n'y a pas vraiment de compétition, ni de calendrier. On a bien réussi à faire quelques compétitions en juillet, août, mais voilà, ça s'est vite arrêté. Donc là, on espère une reprise... on va dire au mois de juin, dans le meilleur des cas. Donc voilà, c'est un petit peu ce calendrier-là qui est mis en place. On va raccrocher un dossard pas avant juin alors ? Il n'y aura pas de compétition officielle. Donc ça veut dire que la fédération, de toute façon, ne reconnaîtra pas les résultats qui seront réalisés. Donc après, voilà, on essaie de trouver, nous, des solutions pour que les athlètes puissent courir. Et je crois qu'au mois de mars, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on a fait une demande au niveau de la préfecture et du conseil départemental parce qu'on s'aperçoit que depuis 1 an, on s'est un petit peu sédentarisé. Et le problème qu'on a repéré, c'est que si ça rouvre au mois de juin ou au mois de juillet, il y a tout un public qui va se retrouver sur des compétitions sans être préparé, sans être en forme. Et on craint en fait certains accidents. Donc on a fait une proposition à la préfecture de faire un diagnostic un petit peu de l'état de santé des coureurs. Voilà. Donc ça se passerait comment ? Alors dans l'idée, il n'y aura pas de rassemblement, pas de flux. On voudrait organiser un 5 km en course en décalé pour que chaque coureur puisse avoir une référence sur 5 km pour qu'après ce soit plus facile de les guider ou en tout cas de les prévenir de certaines blessures ou de certains risques à reprendre trop vite. Donc pas de chronométrage officiel de la part de la FFA, des départs échelonnés par 6 coureurs. Voilà. En respectant les conditions sanitaires, on peut faire certaines choses, donc c'est la proposition qu'on a faite. D'accord, donc là c'est dans les mains de la préfecture pour l'instant. Voilà. Mars-avril, ce serait bien parce que ça permettrait d'envisager plus sereinement mai et juin. On a vu aussi dans les clubs les défis vendéens. Alors ça, c'est une idée de nos professionnels du comité, nos salariés, qui ont, pour garder un petit peu la motivation des jeunes, et puis des moins jeunes aussi,
elles ont proposé des défis sur certaines épreuves et elles ont demandé au club de jouer le jeu avec leurs benjamins, même un peu plus jeunes, jusqu'au master sur certaines épreuves, envoyer leurs résultats au comité et le comité a compilé tous ces résultats-là sur le site. Donc pour les jeunes, même si ce n'est pas reconnu officiellement parce qu'on n'a pas le droit, ils voient leur nom sur le site, ils se comparent avec ceux qu'ils connaissent à côté, donc c'est aussi ça les garde motivés quand même. Et on peut revenir sur les courses hors stade, parce que du coup, là, tous les organisateurs ont ou annulé ou souhaitent reporter au cours du second semestre. Ça va être un peu la pagaille, là, peut-être, hein, parce que tout le monde va vouloir les mêmes dates. Oui, après, de toute façon, la commission running, nous, au niveau départemental, va organiser tout ça. Et puis, c'est vrai qu'il risque d'y avoir quand même une demande assez forte au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc pour répartir un petit peu les coureurs, ce sera peut-être pas un mal qu'il y ait plusieurs organisations, même le même week-end, ce sera peut-être pas forcément gênant. Ça, vous attendez vraiment à ça, qu'une fois que les compétitions reprendront, les coureurs vont venir vraiment en masse? On ressent ça un petit peu dans les clubs, on voit que les athlètes attendent que ça, de pouvoir remettre un dossard, recourir, et on voit que certains arrivent à s'entraîner, sont en forme, donc ils veulent mettre un chrono sur sur ce qu'ils font. Retrouver aussi les amis, parce que ça aussi... on voit plus personne en fait comme il n'y a plus de compétition. Donc voilà, reprendre, je pense que beaucoup attendent ça. Et alors, est-ce que vous craignez une chute du nombre de licenciés? On voit que tous les sports perdent des licenciés. Alors peut-être qu'encore cette année ça a été modéré puisque il y avait quand même une reprise en début de saison dernière. Est-ce que là, peut-être que beaucoup de gens vont craindre que justement ça ne reparte pas à la rentrée et donc ne reprennent pas de licence? C'est une de vos craintes? Alors de toute façon, ça fait partie de nos objectifs, de faire un plan de relance pour récupérer les licenciés au mois de septembre, garder ceux qui sont là déjà, ça sera déjà une priorité. Et puis après, donc il y a plusieurs activités qu'on compte mettre en place pour faire revenir nos marcheurs, nos coureurs, parce que c'est surtout eux qui n'ont pas repris au mois de novembre, donc leur donner des perspectives pour qu'ils puissent revenir dans les clubs. Et alors, autre point, autre conséquence de cette année très compliquée, c'est l'aspect financier. Dans quel état sont les clubs aujourd'hui? Puisqu'ils ne peuvent plus organiser d'événements, notamment qui leur permettent de se financer. Aujourd'hui, oui, où en sont-ils? Alors, les clubs, c'est vrai qu'ils ont des organisations qui leur apportent, qui leur permettent d'équilibrer leur budget. Après, il y a eu quand même des soutiens, des aides de la part des collectivités. Donc, tous les clubs ont passé une année 2020 équilibrée. Après, c'est vrai que l'inquiétude, c'est pour 2021. Il ne faut pas qu'il y ait une autre baisse, parce que c'est là où ce sera peut-être plus dangereux pour eux. Avant de terminer cette émission, on parle plus d'athlétisme, mais bon, on en reste proche avec du triathlon, puisqu'il y a un nouveau président du comité de Vendée. Exactement, élection de Cyril Pénisson, qui est licencié à Roche-Vendée Triathlon, RVT, qui vient d'être élu président du comité de Vendée. Alors, il n'est pas inconnu au comité, parce qu'il partageait la coprésidence avec Philippe Godin de Saint-Jean-de-Mont. Philippe laisse la main, il est candidat à la présidence de la Ligue régionale. Oui. Voilà. Très bien, donc un nouveau président. Un nouveau président avec de nouveaux projets, notamment le développement du triathlon féminin, les développements des écoles de triathlon, le handisport et le sport santé. Très bien, merci beaucoup Michael Gentil. Merci de nous rendre visite en espérant que les compétitions, les courses reprennent rapidement. Merci Nathalie. Merci. À bientôt pour parler d'autres résultats, on l'espère aussi, d'athlétisme. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi, puisque 85 chrono revient jeudi. On parlera basket, on reviendra justement sur les matchs au programme cette semaine en Ligue féminine et en National 1 masculine. Très bonne soirée à tous.